Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux des sénateurs. Le budget 2021 arrive au Sénat, les sénateurs commencent leurs auditions pour préparer l'examen du projet de loi de finances et ce matin, nous allons parler du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, un budget en hausse et les sénateurs ont auditionné la ministre concernée, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal. Je vous laisse écouter son audition. L'examen du projet de loi de finances nous réunit pour échanger et débattre des grandes orientations de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur. Il s'agit du 4e budget que j'ai l'honneur de vous présenter, mais il se distingue des précédents tant il intervient dans un contexte inédit. Inédit évidemment en raison de la crise sanitaire que nous traversons, mais aussi des crises économiques et sociales qui en découlent et qui appellent une mobilisation sans précédent de la part de l'ensemble du gouvernement. Et la MIRES, 3e budget de l'État hors remboursement de la dette, participe pleinement de cette mobilisation. Inédit, ce budget l'est aussi car il intervient au moment de l'examen parlementaire de la loi de programmation pour la recherche, dont vous débattrez en séance publique la semaine prochaine, et qui prévoit un réinvestissement de 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Inédit enfin car on ne peut parler de savoir et de connaissance, d'ambition pour nos enseignants-chercheurs et nos étudiants sans songer au drame terrible qui vendredi dernier a endeuillé la France tout entière. C'est pourquoi je tiens en préambule à adresser un message de soutien et d'espoir à l'ensemble de la communauté des enseignants de la République et leur dire que mon ministère sera toujours à leur côté. Ce contexte inédit appelait des réponses inédites et c'est pourquoi je suis fière de vous présenter cette année un budget à la fois renforcé, ambitieux et résolument tourné vers l'avenir. Les mesures exceptionnelles ont d'ores et déjà été prises pour faire face à la crise avec 3 lois de finances rectificatives votées entre le mois de mars et le mois de juillet 2020. Vous avez aussi d'ailleurs souligné dans le rapport que le groupe de travail recherche du Sénat a produit en juin dernier avec quelle réactivité et quel talent nos chercheurs se sont mobilisés pendant cette crise. Certains de ces projets s'inscrivent désormais dans le moyen et le long terme et bien sûr nous poursuivrons leur soutien en 2021 et au-delà. Pour l'exercice 2021, un soutien massif est donc apporté à notre recherche, à nos établissements d'enseignement supérieur et à tous ceux qui chaque jour y étudient et y travaillent, qui se traduit sur les 3 programmes budgétaires de mon ministère par une hausse de 600 millions d'euros par rapport à 2020 et par 700 recrutements nets dans les établissements de recherche et l'enseignement supérieur. À cette hausse s'ajouteront bien évidemment les financements issus du plan de relance et du programme d'investissement d'avenir, particulièrement importants s'agissant de mon ministère et sur lesquels je reviendrai brièvement. Le budget 2021 repose sur 3 grandes priorités. Un réinvestissement historique dans la recherche, tout d'abord, suivant la trajectoire fixée par la future loi de programmation pour la recherche. Le soutien et le renforcement des moyens dédiés aux établissements d'enseignement supérieur, avec une attention toute particulière portée au personnel, auquel je tiens ici à rendre hommage, puisqu'il s'occupe merveilleusement de nos étudiants dans ces rentrées difficiles. Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire, la priorité absolue a été donnée à la vie étudiante et à la lutte contre la précarité sous toutes ses formes. Et je voulais vous assurer que nous ferons en sorte qu'aucun étudiant ne soit laissé sur le bord de la route. C'est tout l'objet de l'engagement du Premier ministre concernant notamment la mise en place récente de cette prime de 150 € pour l'ensemble des étudiants boursiers et des jeunes percevant les APL, une mesure dont bien sûr je me félicite. Le budget pour 2021 traduit donc tout d'abord l'engagement de mon ministère pour réarmer la recherche française et lui permettre de retrouver son ambition et son attractivité. C'est la première marche du réinvestissement que prévoit la loi de programmation de recherche qui est présentée dans le cadre de ce projet de loi de finances. Très concrètement, dès 2021, c'est donc 400 millions d'euros supplémentaires qui abonderont le budget de la recherche, 225 millions consacré au programme 172, recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire, et 165 millions sur le programme 150, formation supérieure et recherche universitaire. 10 millions de crédits nouveaux sont enfin prévus pour le programme 193,
recherche spatiale, une fois prises en compte les évolutions tendancielles et de périmètre sur lesquelles je reviendrai. S'agissant de la répartition des emplois, 315 concernent le programme 172 et 385 le programme 150. Cette loi de programmation pour la recherche, je vous en ai parlé, avait aussi vocation à engager un vaste mouvement de revalorisation des carrières et des rémunérations pour l'ensemble des personnels de la recherche. C'est pourquoi, dès le budget 2021, 130 millions d'euros y seront consacrés. Ces revalorisations se traduiront par une augmentation des primes de l'ensemble des personnels, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sous statut de droit public ou de droit privé, qu'ils travaillent au sein des organismes de recherche ou au sein des universités. Elles garantiront aussi que tous les jeunes chercheurs soient recrutés à au moins 2 SMIC. Je suis d'ailleurs très heureuse que ces revalorisations aient pu faire l'objet du premier accord majoritaire de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a été signé le 12 octobre à Matignon en présence du Premier ministre à l'issue de plusieurs semaines de discussions extrêmement riches avec les organisations syndicales dont je tiens à saluer l'engagement et le sérieux. Ce protocole permet de préciser 2 grandes séries de mesures. D'une part, le schéma des revalorisations et d'autre part, des mesures propres aux évolutions de carrière de différentes catégories, ce que l'on appelle repyramidage, des corps pour les enseignants-chercheurs, des grades pour les chercheurs et par catégorie d'emploi pour les ITRF. Soutenir nos chercheurs et nos personnels, c'est aussi bien évidemment soutenir nos doctorants. C'est pourquoi, dès 2021, 6 millions d'euros supplémentaires seront destinés aux étudiants qui s'engageront dans une thèse. À terme, nous visons une augmentation de 20% du nombre de thèses financées par l'État et une augmentation de 30% des rémunérations de ces thèses. Le soutien au personnel et aux jeunes chercheurs s'accompagne aussi d'un soutien sans faille aux établissements qu'ils animent. C'est pourquoi 150 millions d'euros conforteront le budget des universités et des organismes de recherche pour garantir la soutenabilité des recrutements, augmenter de 10% la dotation de base des laboratoires dès 2021 et garantir que tous les nouveaux chercheurs recrutés puissent bénéficier d'une dotation de démarrage de 10 000 euros pour amorcer leur projet de recherche dans de bonnes conditions. L'autre pilier de la stratégie de la recherche française, c'est l'Agence nationale de la recherche, dont le budget sera rehaussé de 149 millions d'euros en autorisations d'engagement. Ce montant sera démultiplié par le plan de relance qui apportera 250 millions d'euros supplémentaires, faisant passer les moyens de l'ANR dès l'année prochaine, faisant augmenter les moyens de l'ANR dès l'année prochaine de 400 millions d'euros, de façon à atteindre dès l'année prochaine un taux de sélection de 23%. Enfin, il est également indispensable, et là encore la crise que nous traversons nous le rappelle, de renforcer les liens entre la science et la société. Notre recherche doit aller au-devant de nos concitoyens. C'est pourquoi 20 millions de crédits supplémentaires seront consacrés à cette ouverture de la science vers la société. Le deuxième grand pilier structurant de la MIRES pour 2021 est celui de l'enseignement supérieur, lui aussi particulièrement touché par la crise. On a souvent dit ces dernières semaines que l'investissement dans la recherche se faisait au détriment de l'enseignement supérieur. C'est à l'évidence un faux procès, puisque mon ministère poursuit son engagement résolu et massif dans l'enseignement supérieur, comme il le fait depuis 2018 avec l'adoption du plan étudiant. C'est déjà 480 millions d'euros supplémentaires qui ont été investis dans ce cadre depuis 3 ans, et ce projet de loi de finances ouvre 80 millions d'euros supplémentaires à destination de l'enseignement supérieur qui s'ajoutent aux 165 millions de crédits ouverts dans le cadre de la recherche. Ces 80 millions correspondent en réalité à une augmentation de près de 100 millions des moyens des établissements, puisqu'un ajustement à la baisse d'une vingtaine de millions d'euros sur les besoins immobiliers s'est opéré. L'enveloppe dédiée à la rénovation thermique des bâtiments de l'État, une enveloppe de près de 4 milliards d'euros, nous permettant d'absorber ces 20 millions. Cet investissement permettra de poursuivre la mise en œuvre de la loi orientation et réussite des étudiants, d'augmenter encore les créations de places dans les filières en tension et permettra une allocation des moyens mieux ciblés vers les établissements.
Le plan étudiant a d'ores et déjà permis de créer 39 000 places depuis 2017 et ces moyens supplémentaires permettront aussi de poursuivre la mise en place de la réforme des études de santé. Nous renforçons donc l'engagement du gouvernement en faveur de la réussite et nous dépasserons l'objectif de 500 millions d'euros de moyens nouveaux que nous avions fixé. Ces financements permettront aussi, dès l'année prochaine, d'étendre le dialogue stratégique à l'ensemble des établissements de plus de 500 étudiants. 15 millions d'euros seront aussi destinés à financer le coût des mesures du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération. Et enfin, 9 millions d'euros seront ajoutés en faveur de l'enseignement supérieur privé, notamment des ESPIG, pour une meilleure prise en compte de la progression de la démographie étudiante et une revalorisation du montant moyen de la subvention par étudiant. Dans ce cadre, le plan de relance, qui concerne en fait l'ensemble des champs couverts par mon ministère, permettra d'ajouter au budget que je viens de détailler 95 millions d'euros dès 2021, 60 millions d'euros pour financer la mise en œuvre du plan Un jeune, une solution, avec des créations de places, notamment dans les formations paramédicales, de santé, formations courtes, pour amortir les effets de la crise sanitaire et accueillir la diversité des nouveaux bacheliers. Et 35 millions d'euros seront consacrés à la transformation pédagogique et numérique. La période que nous traversons appelle également un investissement sans précédent en faveur de la vie étudiante. Je l'ai déjà dit, nos étudiants sont particulièrement fragilisés par cette crise et notre responsabilité est de faire en sorte qu'aucun ne soit entravé, pénalisé ou exclu par cette crise. C'est pourquoi les moyens consacrés à la vie étudiante sont en hausse de 134 millions d'euros par rapport à 2020. 2,3 milliards d'euros sont consacrés aux aides directes aux étudiants. À la rentrée 2020, les montants des bourses sur critères sociaux ont été réévalués pour la deuxième année consécutive et tiennent compte pour la première fois de l'inflation. Avec l'augmentation prévisionnelle du nombre de boursiers, c'est un engagement financier de plus de 80 millions d'euros qui est pris pour les étudiants boursiers sur critères sociaux. De la même façon que l'an dernier, pour aider les étudiants à préparer leur rentrée, la première mensualité de bourse a été versée avant le 31 août pour les dossiers complets. À ces mesures viennent s'ajouter des dispositifs d'une ampleur historique. Le ticket de restauration universitaire à 1 € pour tous les étudiants boursiers, avec un financement prévu de 50 millions d'euros pour lutter contre la précarité alimentaire et aider les familles et les étudiants aux revenus les plus faibles en leur permettant d'accéder à un repas complet, équilibré et de qualité pour un prix extrêmement réduit grâce à la contribution de l'État. Je tiens aussi à signaler que le plan France Relance prévoit de renforcer la garantie des prêts étudiants, permettant à 60 000 bénéficiaires potentiels de pouvoir bénéficier de ces prêts garantis par l'État. Les autres programmes de la MIRES qui ne relèvent pas du ministère de l'Enseignement supérieur voient leur crédit évoluer uniquement du fait de mesures de périmètre. Cette diminution purement faciale n'a aucun impact sur le niveau d'ambition des autres ministères au sein de la MIRES. Je voudrais noter en particulier la baisse des crédits affectés à la recherche spatiale, qui relève désormais de mon collègue Bruno Le Maire, qui reflète la fin du remboursement de la dette à l'ESA, ou encore le transfert du programme Recherche culturelle et culture scientifique sur la mission Culture. L'ensemble des financements du plan de relance représente plus de 6,5 milliards d'euros pour mon ministère, à la fois dans le cadre du plan de relance et dans le cadre du PIA 4. Et je voudrais conclure là-dessus, en plus des mesures que j'ai déjà mentionnées. Cela nous permettra d'enclencher des stratégies d'accélération, de financer les écosystèmes d'enseignement supérieur, de recherche ou d'innovation, de soutenir l'emploi dans la recherche et le développement. Et je me félicite de cet investissement massif du plan de relance en faveur de ce ministère, ce qui traduit la priorité du gouvernement pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur au service de la relance. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce budget, vous le voyez, traduit la priorité donnée par ce gouvernement à la recherche et à l'enseignement supérieur. Renforcée sur l'ensemble de ces volets, la MIRES permet à notre recherche de faire face aux grands défis de demain, de continuer le combat contre la Covid-19,
de renforcer notre enseignement supérieur en créant de nouvelles places partout sur le territoire et en investissant davantage dans le numérique et l'innovation ou encore la rénovation des bâtiments universitaires. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Madame la Ministre. Donc, comme je disais au début de notre réunion, je vais donc d'abord donner la parole à deux rapporteurs pour avis de la mission. Et donc d'abord, la rapporteure pour la recherche, Laure Darcos. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Désolée de n'avoir pas entendu votre début de... Mais le Sénat ne finira jamais de nous étonner. Hein. On ne devait pas pouvoir voter avant 45 pour les juges pour la République. C'est pour ça qu'on est arrivés tous en retard. Madame la Ministre, le projet de loi de finances donc, pour 2021 intègre donc la première étape de revalorisation des rémunérations et des carrières des personnels de la recherche, vous l'avez dit, grâce au protocole que vous avez signé il y a maintenant une dizaine de jours, et je vous en félicite. Mais ces mesures auront inévitablement une incidence sur le glissement de vieillesse technicité, le GVT, aujourd'hui supporté par les établissements de recherche, ce qui grève leur marge de manœuvre budgétaire. Ce problème structurel n'est pas abordé par la loi de programmation recherche, donc je m'interroge sur vos intentions en la matière. Je pose mes 2-3 questions, comme ça ce sera plus simple. Une augmentation de 10% de la dotation de base des laboratoires de recherche est prévue l'année prochaine. Quel montant exact cela représente-t-il? Vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas noté. Comment cette augmentation s'articulera-t-elle avec le préciput de nouvelles formules qui, comme vous l'avez indiqué lors de votre audition sur la loi de programmation, doit aussi permettre d'abonder ces laboratoires? Troisième question, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de consacrer 20 millions d'euros à l'ouverture de la science vers la société et au développement de la culture scientifique. Comment ce montant est-il fléché? Est-ce que ça n'est que par l'ANR, comme vous me l'aviez dit précédemment, ou est-ce que dans le projet de loi, il y a un fléchage spécifique également, sachant que vous partagez ce budget avec la culture, ce qui n'est jamais très simple pour Universcience notamment. Merci. La ministre. Bien, merci beaucoup, Madame la rapporteure. Donc, effectivement, la question du GVT est une question récurrente et celui-ci n'est plus compensé automatiquement depuis déjà de nombreuses années, ce qui a posé beaucoup de problèmes aux établissements. Il est prévu dans le budget 51 millions d'euros consacrés à la soutenabilité et donc voilà, ça nous permet d'avoir, dans le cadre du dialogue de gestion, un véritable accompagnement des établissements. Et il est aussi prévu 60 millions d'euros pour aider le CNRS à franchir ce qu'on appelle le mur du CNRS, si je puis dire. Les dotations de base des laboratoires seront abondées de 30 millions d'euros. Pardon, et votre dernière question, en fait, on ne partage pas le budget avec la culture, hein, si je puis dire. En fait, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait, c'est dans le cadre du projet de loi, 1% des projets ANR, enfin du montant des projets ANR qui soit consacré à la culture. C'est ce qui nous permet d'atteindre ces 20 millions d'euros dédiés spécifiquement à l'accompagnement. Alors là excusez-moi, donc en fait, là effectivement, c'est une compétence partagée. Voilà. Donc c'est là que nous travaillons avec le ministère de la Culture. Bien, merci. Monsieur Piednoir, rapporteur pour avis de l'enseignement supérieur. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre présentation. Alors, dans le flot des chiffres, on aura l'occasion évidemment de regarder ça en détail. Je voudrais vous interroger sur 4 points en particulier assez pratico-pratiques en fait. Vous avez évoqué la lutte contre la précarité des étudiants. Vous le savez que depuis le début de la crise, les Crous sont très sollicités et très mobilisés pour venir en aide aux étudiants qui ont été en difficulté avec le confinement. Il y a eu des avances de trésorerie évidemment qui ont permis aux Crous de tenir le coup, de rester à flot, si je puis dire, mais ces avances de trésorerie ne résolvent pas le problème des pertes d'exploitation, de location, hein, bien sûr, qui, selon les projections, pourraient atteindre jusqu'à 200 millions d'euros. Qu'en est-il de la compensation par l'État de ce manque à gagner? Vous n'avez pas évoqué, en revanche, les répercussions de la crise sanitaire sur l'accueil des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur.
En termes de mobilité, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Pouvez-vous nous dire à combien se chiffrerait la baisse des effectifs à la rentrée, avec des projections en termes de pertes financières pour les établissements qui en découlent sur, on sait bien, dont un modèle économique repose beaucoup, je veux dire essentiellement, mais beaucoup sur l'accueil des étudiants étrangers. Troisième point, c'est un peu une marotte de notre commission, la transparence sur la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. Est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide état des lieux de l'utilisation? Je crois savoir qu'elle a été largement sollicitée au moment du confinement également pour développer des actions, notamment en termes de numérique. Et puis, dernier point, sur la rénovation du bâti, il y a une enveloppe de 3,7 milliards, me semble-t-il, globalement, pour la rénovation énergétique des bâtiments nationaux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça va représenter pour les bâtiments universitaires et selon quels critères seraient attribuées les aides pour la rénovation de ces bâtiments? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors, concernant le Crous, le total des surcoûts estimés à ce jour sont... pas de surcoût, de perte d'exploitation, on va dire, sont de 147,5 millions d'euros. Une partie de la prise en charge des pertes d'exploitation a déjà été votée dans le PLFR 3 et le reste sera en gestion dans le PLFR 4. Évidemment, hors de question qu'on abandonne le réseau des œuvres qui a été absolument essentiel pendant cette période. En ce qui concerne les étudiants internationaux, en réalité, nous n'avons pas vu de baisse massive du nombre d'inscriptions. On est même sur un tout petit plus, quelques pourcents. Par contre, nous avons vu une baisse de la présence des étudiants. Et là, on est aux alentours de 30% de baisse de la mobilité physique. C'était une véritable inquiétude portée par les grandes écoles et les écoles qui effectivement ont un modèle économique fondé sur les droits d'inscription des étudiants internationaux. Et c'est pourquoi les étudiants ont été notamment considérés comme des publics prioritaires pour la délivrance des visas, puisque c'était ça qui les inquiétait le plus. Et donc la situation a été débloquée au début du mois d'août, les étudiants étant considérés comme prioritaires et les visas ayant été délivrés, même si les étudiants ne se sont pas déplacés physiquement en France, de manière à ce qu'ils soient sûrs de pouvoir y venir au moment où les conditions sanitaires le permettront. En ce qui concerne la CVEC, il y a une partie, vous le savez, qui reste au niveau des Crous et qui leur permet d'accompagner les étudiants. Le reste est distribué est reçu par les universités. C'est la création, par exemple, de 26 maisons de santé qui sont actuellement présentes dans les établissements et qui permettent aux étudiants d'avoir accès non seulement à des médecins généralistes, mais à des spécialistes par rotation de demi-journée. C'est plus de 20 millions d'euros qui ont été effectivement utilisés au moment du confinement, soit pour des aides directes aux étudiants, soit pour des achats et des prêts d'ordinateurs, des clés 4G, de l'aide alimentaire, etc. Et nous avons demandé à l'inspection de nous faire un rapport sur l'usage de la CVEC, puisque ça fait maintenant trois rentrées que la CVEC a été mise à disposition des établissements. En ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments, effectivement, c'est 3,7 milliards d'euros qui sont prévus. Le parc ESR, si je puis dire, représente à peu près 40% du parc de l'État. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on peut imaginer. En réalité, les dossiers sont actuellement en cours d'instruction. Ce qui est très important, c'est que pour participer au plan de relance, il faut effectivement que les projets soient suffisamment mûrs. Mais nous avons d'ores et déjà reçu pour plus de 3 milliards d'euros de demandes de financement. Donc je ne doute pas que nous saurons consommer les environ 40% qui sont prévus. Il faut penser aussi que
beaucoup de ces projets étaient aussi en préparation pour les contrats de plan État-région, et donc ce sera évidemment un complément à ce qui se fera dans le cadre des contrats de plan État-région. Là, tout est remonté. Donc les projets ont été remontés le 9 octobre et ils sont actuellement en cours d'instruction. Bien, donc nous avons entendu nos deux rapporteurs qui ont posé des questions. On va donc donner la parole aux représentants des groupes qui sont présents et qui ont demandé la parole. Donc, M. Ouzoulias, pour le groupe CRCE. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Moi, je voudrais commencer par un point de méthode qui fait que notre commission, à peine renouvelée, doit, d'arrache-pied, s'atteler à l'analyse de la LPPR et dans le même temps de la loi de finances 2021. Avec par ailleurs un exercice difficile qui est que il faut absolument que la loi de programmation budgétaire soit votée avant le budget 2021, parce que 2021 c'est la première année de la LPPR, mais les circonstances font qu'il va se passer quelques semaines entre les deux événements, ce qui n'est pas absolument simple à comprendre, notamment quand on sait que la partie recette du même budget a déjà été votée par l'Assemblée nationale. Et on sent que la marge de possibilités laissée au Sénat est réduite par cette conjonction calendaire qui nous est peu favorable. Voilà. Donc je voulais commencer par ce point de méthode. Je voulais aussi reprendre le constat réalisé par mon collègue le sénateur Piednoir. Nous avions travaillé avec lui sur les difficultés qu'avaient eues les universités à faire face à la crise du Covid de cet été et au printemps. Les universités ont dépensé beaucoup d'argent pour aider les étudiants. Elles ne le regrettent pas. C'était une nécessité absolue. Elles se sont aperçues, et ils nous l'ont dit, qu'ils ont découvert à cette occasion que fournir un ordinateur à chaque étudiant, c'était pas un luxe, et que c'était une nécessité absolue, et c'est des choses auxquelles malheureusement ils n'avaient pas pensé avant la crise pandémique. À cette grave crise pandémique s'ajoutent les 55 000 étudiants supplémentaires qui pèsent lourdement sur les finances des universités. Or, j'observe objectivement que votre budget s'inscrit peu ou prou dans la trajectoire qui a été définie par la loi de 2018 sur la programmation des finances publiques pour les années 2018-2022. C'est à peu près la même trajectoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte à la fois de la crise pandémique, d'une part, et de l'augmentation forte du nombre d'étudiants. Ce qui fait, et que je l'ai regretté l'an passé, je le regrette de nouveau, mais encore cette année, comme tous les ans depuis 10 ans, le ratio budgétaire par étudiant va baisser. Ce qui est un très mauvais signal envoyé à la fois aux étudiants et aussi à la nation. Parce que je crois que dans les circonstances actuelles, c'était important de montrer qu'il y avait une priorité politique pour accueillir les étudiants. Je regrette profondément l'augmentation qui suit à peu près la même trajectoire du nombre de contractuels dans l'enseignement supérieur et la recherche. Entre 2010 et 2017, c'est plus 14%. Et j'ai du mal à comprendre que dans la loi de programmation de la recherche, on mette à disposition des établissements de nouveaux outils leur permettant d'accroître cette précarité. Aujourd'hui, il faut le dire, si les universités ont tenu le coup face aux énormes difficultés que l'on connaît, c'est grâce à tous ces contractuels qui se sont mobilisés pour continuer à assurer le service public. Et je crois que la moindre des choses, c'est aujourd'hui de leur offrir un peu plus de postes statutaires, c'est-à-dire des conditions de travail un peu plus sereines et un confort individuel qu'aujourd'hui ils n'ont plus, et je trouve que c'est catastrophique pour l'image que nous donnons dans la nation au métier de la science. Et je crois que ça fait partie de la revalorisation que vous souhaitez, que nous souhaitons, que de leur offrir des postes de titulaires.
Je suis intimement persuadé que c'est aussi de cette façon que, à la fois, nous empêcherons la fuite des cerveaux, mais que nous ramènerons en France des cerveaux français ou étrangers qui sont partis et qui, aujourd'hui, trouvent que dans le système français, il y a quelque chose qui est très précieux, c'est cette stabilité, cette liberté qui est donnée aux chercheurs statutaires qui n'a pas besoin de courir après les contrats en permanence, comme c'est le cas ailleurs à l'étranger. Je vous donne juste un exemple. Au CNRS, il y a une baisse cette année de nouveau d'emplois statutaires. Il y a 41 emplois sous plafond statutaires qui disparaissent. Donc là aussi, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Et enfin, je ne veux pas être trop long, mais je veux évoquer la continuation des contrats doctoraux. C'est-à-dire tous ces étudiants en doctorat qui n'ont pu mener, du fait de la crise sanitaire, leurs travaux, soit qu'ils étaient privés de leur laboratoire, des bibliothèques, voire même de leur chantier à l'étranger, et qui aujourd'hui sont dans l'attente d'un financement. Alors je sais qu'en Île-de-France, la région Île-de-France a apporté un financement conséquent pour permettre la prolongation de ces contrats doctoraux. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans les autres régions françaises, les régions ont apporté le même financement. Je vous le dis, j'en finis là, sur la compensation du GVT, bon, j'ai pas bien compris la démonstration, mais l'avantage, c'est que comme on va continuer à travailler avec vous dans le cadre de la EPPR et reparler une nouvelle fois du budget 2021, je vous reposerai la question en séance. Merci, M. Ouzoulias. On fait le tour et vous répondrez ensuite. Monsieur Nguyen, ne vous sentez pas obligé de faire court comme ce matin, après l'intervention longue de M. Grosperrin, cette fois l'intervention un peu longue de M. Ouzoulias. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je vais toujours droit au but, comme mon équipe de foot préférée. Et j'aurais une seule question, Madame la Ministre. Je ne voudrais pas... Voilà, j'ai déjà eu pas mal de réponses à mes questions dans les dernières heures suite aux différentes interventions que j'ai pu, et échanges que j'ai pu avoir avec elle, Madame le Ministre. Le Président de la République avait promis de construire 60 000 logements étudiants supplémentaires au cours du quinquennat. Nous savons maintenant que cela sera plutôt entre 30 et 35 000 logements étudiants d'ici 2022. Qu'en est-il sur cette question du logement étudiant? Je vous remercie. Merci, monsieur Nguyen. Monsieur Fialer. Oui, Madame la Ministre, je ne vais pas poser de questions très techniques sur le budget, puisqu'on le découvre étant plutôt novice dans la fonction. Simplement, vous parlez des nouveaux postes, enfin d'étudiants dans le domaine de la santé. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion qui était menée sur justement tous les organismes privés qui sont obligés d'accompagner les étudiants qui sont en première année de médecine, et on le voit même maintenant pour les infirmières, et qui créent quand même maintenant une grande inégalité dans l'accès à ces concours auparavant et à ces filières. Savoir si on avait des statistiques sur le nombre d'élèves, d'étudiants qui réussissent sans avoir du soutien comme ça, privé, rémunéré donc par leur famille, lorsqu'elles le peuvent. Et la deuxième question aussi, c'est savoir, sur cette politique des grands sites dont vous parlez, est-ce que c'est quelque chose qui se fait bien en concertation avec les collectivités territoriales, et comment on conçoit ces grands sites pour qu'on n'aille pas vers une ghettoisation presque de certaines spécialités ou recherches, puisqu'on sait qu'au contraire, le brassage intellectuel et culturel participe justement à l'excellence à la fois de la recherche et de l'enseignement supérieur. Merci, M. Bargeton. Merci, moi aussi, merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Président. Moi aussi, je vais aller droit au bout, même si ce n'est pas, pour le coup, comme sénateur de Paris, mon équipe favorite, mais je vais essayer d'être bref quand même. C'était pour vous détendre un peu. Une question sur la précarité étudiante. Vous avez évoqué le repas à 1 euro. Le gouvernement a fait le choix que je partage de cibler les aides, de cibler notamment pour les étudiants boursiers, ceux qui sont le plus en difficulté. Et je vois que ce qui avait été décidé pour 2020 est reconduit en 2021, c'est-à-dire le repas à 1 euro, une bonne mesure. Y a-t-il, comme on sait que c'est une population qui est de plus en plus isolée avec la crise du Covid, qui est de plus en plus en difficulté à cause de cette crise aussi, y a-t-il d'autres mesures
sociale envisageable pour les étudiants qui en ont le plus besoin, qui serait possible dans le budget de l'an prochain. Merci, mon cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avec que Madame la Ministre réponde? Oui, Madame Brulin, on prend une dernière intervention de Madame Brulin, si vous êtes d'accord, Madame, et vous répondrez. Madame. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué dans votre préambule la réforme des études de santé qui était prise en compte dans le PLF. J'aurais voulu avoir davantage de précisions. Concrètement, combien d'étudiants supplémentaires pourrons-nous accueillir? Je n'ai pas besoin de développer ici, j'imagine, sur la nécessité d'accroître considérablement nos capacités au regard de ce qui se passe, notamment dans le secteur hospitalier, mais on pourrait aussi évoquer la médecine de ville. Et comment prend-on en compte les réalités régionales dans l'augmentation de ces capacités? Je vais citer la Normandie, mais je pourrais évidemment citer bien d'autres régions. Les années passées se sont traduites par, lorsqu'il y avait une augmentation du numerus clausus, 0 augmentation en Normandie, et l'année dernière, année faste, 3 étudiants supplémentaires, ce qui est évidemment très loin du compte pour enrayer la désertification médicale que nous connaissons dans notre région, mais qui existe aussi ailleurs. Évidemment, former les jeunes en région ne garantit pas de tout, mais permet quand même qu'ils s'y installent plus probablement. Et donc, ça me semble utile d'avoir ce regard-là. Et puis, autre question sur les contrats de plan ou de projet, je crois on dit maintenant, État-région, parce que vous les avez brièvement évoqués, mais je voudrais avoir des précisions là aussi en termes d'articulation entre CCPER et le plan de relance, parce que vous avez évoqué à l'instant, notamment en termes de rénovation énergétique des bâtiments, des crédits, si j'ai bien compris, qui passeraient des CPER plutôt au plan de relance, ou l'inverse. Enfin, donc ça mérite précision si je n'ai pas compris. En tout cas, pour être tout à fait clair, je voudrais exprimer une crainte, c'est qu'il n'y ait pas de recyclage de l'un au profit de l'autre. On sait, et vous le savez particulièrement, que ces CPER permettent des politiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche en région, parce que les régions précisément s'y impliquent fortement, mais qu'on a besoin que l'État continue de s'y impliquer aux côtés des régions. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour commencer, je vais reprendre dans l'ordre des interventions, si vous le voulez bien. Donc, Monsieur le Sénateur Ouzoulias, il y a en fait 180 millions d'euros supplémentaires prévus dans le cadre du plan de relance pour la création de places. 60 millions d'euros qui sont déjà débloqués sur l'année 2020 en avance de gestion, si je puis dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immense majorité des demandes se portaient notamment sur les filières paramédicales et que donc nous avons travaillé avec les régions qui normalement financent les IFSI. Et donc nous avons contribué financièrement à l'augmentation très importante de places, par exemple, dans les IFSI et de façon générale dans les formations paramédicales. Nous avons aussi contribué à une ouverture plus importante de formations de type Bac+1, notamment par le CNAM, parce que nous avions cette année beaucoup de bacheliers professionnels qui n'avaient pas forcément envie de poursuivre des études pendant très longtemps, mais qui simplement, vu la conjoncture, n'ont pas pu être embauchés. Donc nous avons aussi favorisé pour ces bacheliers qui le souhaitaient des formations complémentaires d'intérêt local, là aussi en lien très étroit avec les régions. Donc voilà, c'est un travail qui a été mené de manière à ce que on puisse effectivement avoir au final des propositions à faire à chaque jeune. Sur la question des contrats doctoraux, alors j'imagine que la région, comme toutes les régions d'ailleurs, la région Île-de-France, comme toutes les régions, a suivi, dans le cadre d'un accord qui avait été passé avec l'Association des régions de France, la politique mise en place par l'État, qui fait que tous les contrats doctoraux d'État peuvent être prolongés sur la demande des écoles doctorales, et c'est transmis au ministère.
Et le ministère finance aux universités ou aux organismes de recherche, enfin aux employeurs des doctorants, le nombre de mois supplémentaires nécessaires qui ont été générés par cette crise. Et ça peut aller jusqu'à 1 année, même si le confinement n'a duré que 2 mois, parce que je suis parfaitement consciente qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se mènent qu'au printemps. Et que donc, voilà, si on n'a pas réussi à faire une campagne de prélèvement au printemps, en réalité, c'est une année complète qui est perdue. Donc, l'État prend en charge les prolongations des contrats doctoraux financièrement. Je sais que la question avait été posée parce que j'avais autorisé à rallonger les contrats doctoraux. Évidemment, tout le monde m'avait dit que c'était gentil de les rallonger, mais que je les finançais pas. Vous imaginez bien que je les ai pas rallongés sans les financer. Je suis pas complètement cynique non plus. Donc, ils peuvent être rallongés d'1 année. C'est à la demande des écoles doctorales. Le ministère, simplement, c'est comme un guichet, envoie aux établissements ce qui leur est nécessaire pour payer cela. Et c'est valable sur toutes les années de doctorat. C'est-à-dire que nous nous sommes engagés jusqu'en 2022, de mémoire, puisque y compris ceux qui démarraient leur doctorat en 19-20, peuvent avoir besoin de financement complémentaire à l'issue des 3 ans de leur doctorat. Donc voilà, c'est aujourd'hui à peu près 43,8 millions d'euros qui sont consacrés en 2020 à la poursuite du financement de nos doctorants, et c'est bien normal. Et je pense que la région Île-de-France, comme toutes les régions, se sont engagées à faire la même chose sur leurs propres contrats, puisque vous savez qu'il y a des contrats doctoraux qui sont financés par les régions. En ce qui concerne la création d'emplois, c'est pour ça qu'on a cette année la création de 700 emplois nets en plus, dont 315 qui concernent les organismes de recherche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 68 millions d'euros qui vont aller abonder la masse salariale du CNRS. 60 millions d'euros, c'est ce qui a été estimé pour passer le fameux mur, et 8 millions d'euros supplémentaires. Donc voilà, de ce point de vue, ce que je pouvais vous répondre. Monsieur le sénateur Ingré, le plan 60 000, nous n'y avons pas renoncé, loin de là. Il y a effectivement actuellement 30 000 logements qui sont construits ou ont été livrés, ou sont en cours de construction. Notre problème majeur, c'est le foncier. Et c'est pourquoi, dans le tour des régions que je fais en ce moment, je demande systématiquement aux maires des villes universitaires, ou aux présidents de métropole, ou aux présidents de communautés d'agglo, que nous puissions regarder ensemble s'il n'y a pas du foncier disponible pour la construction de logements étudiants. Et quoi qu'il en soit, l'engagement a été pris d'avoir l'ensemble des logements déjà existants rénovés. Et par exemple, il y a 15 jours de ça, j'étais dans le Grand Est, et ce que nous avons convenu, c'est que puisque la rénovation des logements supprimait une centaine de chambres, eh bien nous allions construire 150 chambres supplémentaires pour pouvoir à la fois rénover et puis compenser la baisse du nombre de chambres liées à ces rénovations, puisqu'on passe les chambres de 9 à 13 mètres carrés dans le cadre de ces rénovations. Donc voilà, c'est quelque chose évidemment à laquelle je suis très attentive. Monsieur Fialer, vous avez posé la question de ces officines qui préparent soit pour les concours d'entrée dans les IFSI, soit pour le concours de médecine. Alors la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que comme il n'y a plus de concours d'entrée dans les IFSI, puisque nous l'avons supprimé, et comme il n'y a plus de concours de fin de première année en médecine, puisque nous l'avons supprimé, je pense que ces officines vont disparaître d'elles-mêmes. En tout cas, c'est mon souhait, parce que effectivement, vous avez raison de le dire, c'est parfois beaucoup d'argent qui est demandé à des familles pour un résultat qui n'est pas toujours aussi merveilleux que ça. Et notamment en ce qui concerne la PACES, ce qui était bien plus efficace, c'était les étudiants de 2e année qui faisaient du coaching sur les étudiants de 1re année.
et qui obtenaient souvent de bien meilleurs résultats que les officines privées qui formaient les étudiants. Alors, ça va me permettre d'aller directement vers vous, Madame la sénatrice, pour parler de ces réformes des études de santé. En fait, ce dont nous sommes convaincus, c'est que c'est parce que on fait partir les jeunes de leur région et qu'on les concentre sur les villes dans lesquelles il y a des CHU pour leurs 12, 14, voire 16 années d'études, qu'en réalité, ils ne reviennent plus ensuite là où ils ont grandi, si je puis dire. Donc en fait, nous avons travaillé de deux façons. D'une part, nous avons autorisé les universités qui n'ont pas de CHU à ouvrir des licences accès santé, de manière à ce que le début des études de médecine puisse se faire en proximité et ne se fasse pas obligatoirement dans une ville avec un CHU. Et d'autre part, dans la réforme du 2e et du 3e cycle, nous avons certifié un certain nombre de médecins, soit des médecins libéraux, soit des médecins qui pratiquent dans des maisons de santé, soit ce sera le cas dans le cadre du Ségur de la santé, avec la création de 250 postes de praticiens hospitaliers enseignants hors CHU, pour que ces jeunes puissent retourner, finir leur formation ailleurs que dans les CHU. Il y a une période qui doit se faire en CHU, c'est obligatoire, pour la qualité de la formation de nos médecins. Mais par contre, le début des études et la possibilité de faire des stages dans la région dont on est originaire, ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin en tout cas ailleurs que dans les grands pôles universitaires avec des CHU, c'est ce que nous pensons le plus efficace. Ce que nous pensons aussi efficace, c'est de permettre à des étudiants d'accéder aux études de médecine par des voies diversifiées et de ne pas uniquement sélectionner, comme c'était fait notamment quand le concours existait, sur des disciplines très scientifiques et technologiques. Parce qu'il y a aussi, dans l'exercice de la médecine, autre chose que de la technique ou autre chose que des grandes plateformes, etc. Or, tous nos médecins actuellement sont formés avec des grandes plateformes, avec des technologies extrêmement ambitieuses et intéressantes, bien sûr, mais qui finalement les détournent de la médecine peut-être plus humaine, où on prend plus de temps pour échanger avec les gens. Donc c'est aussi pour cela que les licences accès santé peuvent être par exemple des licences de philosophie auxquelles on va ajouter des modules de santé qui sont pilotés par les facultés de médecine, qui viennent remplacer une partie de la licence de philo. Et l'intérêt, c'est que on considère qu'on pourra ainsi avoir des profils plus diversifiés dans les futurs médecins qui seront formés. Et la répartition, c'est à peu près 60% d'accès aux études de santé au travers ce qu'on appelle les PASS, les premières années d'accès santé, et 40% au travers des licences accès santé, de manière à vraiment diversifier au maximum les étudiants qui accéderont aux études de santé. Donc tout ça, ça vient de se mettre en place à cette rentrée. Donc voilà. Et évidemment, nous avons augmenté le nombre de places en 2021, de manière à absorber à la fois ceux qui redoubleraient l'ancienne formule et ceux qui entreraient au travers de la nouvelle formule, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, à ce qu'on ne pose pas de problème aux étudiants qui redoubleraient, parce que les années de transition sont toujours des années compliquées. Donc c'est en 2021 qu'on va voir cette disparition, ou en tout cas cette forte augmentation du nombre de jeunes dans la poursuite de leurs études de santé. Pardon, j'ai été un peu longue, mais parce que c'est assez complexe en réalité. Voilà. Sur la question de la façon dont s'organisent finalement les projets académiques au niveau des sites universitaires, ce sont avant toute chose des projets académiques, et moi ce que je demande à toutes les universités, c'est de définir leur signature. Et leur signature, elle se définit de deux façons. Elle se définit par la qualité de la science qu'elles font
et la façon dont elles peuvent se projeter sur leur territoire. Et donc finalement, oui, il y a de fait un lien avec les collectivités, avec la partie développement économique, puisqu'une grande partie des étudiants ont vocation à alimenter en fait en compétences les entreprises et les métiers localement sur les bassins d'emploi. Quand on regarde en fait ce qui se passe à l'université entre les étudiants qui sont inscrits en première année et puis ceux qui accèdent au doctorat, c'est une pyramide. Donc évidemment, il faut se soucier de l'insertion professionnelle de tous les autres, de tous ceux qui n'arrivent pas au sommet de la pyramide, si je puis dire. Et si je peux prendre cette image. Donc évidemment, ça se fait en lien avec les collectivités qui ont tout intérêt en réalité à avoir un enseignement supérieur et une recherche forte, parce que c'est ce qui va attirer des entreprises qui vont venir s'installer, parce qu'elles vont pouvoir leur dire que si elles s'installent là, elles auront des compétences, des ressources humaines, des gens bien formés, qu'on pourra reformer les gens dans l'université, etc. Donc ce lien entre le monde académique et le monde universitaire se fait de mieux en mieux, et il se fait d'autant mieux qu'on favorise, par exemple, des plateformes d'innovation partagées, des laboratoires qui partagent des équipements, des étudiants qui ont comme sujet de stage une question d'innovation posée par une PME, et que ça se développe de plus en plus aussi dans les universités. Monsieur Margeton, sur la question de la précarité étudiante, en fait, il y a plusieurs mesures qui sont prises. Il y a des mesures qui sont effectivement destinées aux plus fragiles, aux étudiants boursiers notamment. On a ensuite des mesures qui concernent l'ensemble des étudiants. Vous avez remarqué qu'effectivement, le ticket U à 1 euro va se poursuivre sur l'année 2021. Et évidemment, mon souhait, c'est qu'il puisse se poursuivre parce que c'est quand même très important, cette question d'alimentation et d'alimentation équilibrée pour les étudiants les plus fragiles. Il y a eu l'annonce faite de l'aide supplémentaire de 150 €. Il y a eu le gel des droits d'inscription pour tout le monde, le gel des loyers pour tout le monde, le gel du prix du ticket Resto U pour tout le monde. Et puis nous sommes en train de travailler à la question des jobs étudiants. Parce qu'en fait, on se rend compte que les étudiants sont là aussi très pénalisés parce qu'il n'y a plus de petits jobs, entre guillemets, dans cette conjoncture un peu particulière, et on regarde comment on peut faciliter le fait qu'ils aient des petits jobs au sein des établissements, des CROUS, des bibliothèques universitaires, etc. Et enfin, pour terminer, je reviens vers vous, Madame la sénatrice. Il n'y a pas du tout de mélange entre le contrat de plan État-région et le plan de relance. Le plan de relance, ça vient s'ajouter au contrat de plan État-région. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme nous avons demandé à voir apparaître dans le plan de relance tout ce qui était susceptible de démarrer dès janvier 2021, il y a des choses qui étaient initialement, des projets qui étaient initialement soumis au contrat de plan et qui du coup vont être soumis au plan de relance et plus au contrat de plan. Mais c'est des enveloppes totalement différentes, c'est pas du tout miscible. On va pas dire que ce qu'on a financé dans le plan de relance, on financera pas dans le contrat de plan. C'est des enveloppes distinctes, ça va permettre de faire beaucoup plus de projets en réalité. Et puis le contrat de plan État-région, ou de projet État-région, mais je crois que c'est redevenu plan, mais enfin, il me semble, c'est pas que de la rénovation thermique. Alors que dans le cadre du plan de relance, c'est vraiment la partie rénovation thermique. Le contrat de plan, il prévoit notamment en focus la rénovation des locaux liés à la santé, la question de la transition numérique, la question d'adaptation des locaux de ce point de vue-là, et puis effectivement des logements sociaux, voilà. Mais tout ce qui faisait partie de la rénovation thermique va pouvoir être financé en plus, si je puis dire, au travers du plan de relance. Voilà pour cette audition de la ministre Frédérique Vidal sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2021. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.